Dehors, sale chasseuse d'argent. Ils m'ont forcé à rester assise là pendant que sa mère, Madeleine, me versait sur la tête un pichet entier de cidre. Le liquide froid et collant imbiba mes cheveux, coula le long de mon visage, goûtant sur la robe rouge simple que j'avais mise ce soir-là, espérant, ne serait-ce qu'une fois dans cette maison, me sentir belle. Dégage, traînée. Profiteuse, hurlait-elle, et tout le monde riait. Mon mari Thomas riait. Sa maîtresse enceinte, Léa, riait. Toute sa famille riait pendant que je restais là, humilié, suffocant sous le cidre et mes propres larmes. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne d'entre eux ne savait, c'était que je possédais un empire qui était sur le point de tous les écraser. Je m'appelle Camille, et voici l'histoire de la façon dont un mariage d'amour est devenu mon arme la plus puissante. Mais avant de vous raconter en détail comment je les ai détruits, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous dès maintenant, parce que vous devez voir ce qui se passe lorsqu'une milliardaire est poussée à bout. Activez les notifications, car cette vengeance sera absolument brutale, et vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce dîner cauchemardesque et vous montrer comment tout s'est effondré avant que je ne reconstruise tout. Je me souviens de chaque détail de cette nuit comme s'il avait été gravé au fer rouge dans mon esprit. J'étais assise à la lourde table de la salle à manger de la maison de maître de la famille Beaumont, dans cette demeure froide, impeccablement propre, qui n'est jamais devenue la mienne, peu importe mes efforts. 6 mois. Nous étions mariés depuis seulement 6 mois, et j'essayais encore désespérément de m'intégrer. J'espérais encore que, peut-être, juste peut-être, il finirait par m'accepter. Quelle naïveté. La mère de Thomas, Madeleine, était assise en bout de table, vêtue de sa tenue de créateur, couverte de bijoux valant plus cher que la voiture de la plupart des gens. Son père, Jean-Pierre, se trouvait à l'autre extrémité, remarquant à peine mon existence, comme il le faisait depuis le jour du mariage. La sœur de Thomas, Manon, me lançait régulièrement des regards emplis de pur mépris tout en sirotant son verre de vin. Et il y avait elle. Léa. Une belle femme dans une élégante robe blanche, assise bien trop près de mon mari. Sa main reposait sur son ventre très visiblement enceinte. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais qu'elle était peut-être une amie de la famille, ou la femme de quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré. Mais la façon dont Thomas la regardait, la manière dont leurs mains se frôlaient constamment sur la table, et le sourire de Madeleine à son égard, comme si elle était un trophée précieux. Quelque chose n'allait vraiment pas. Camille, dit soudain Thomas, et le silence tomba autour de la table. Sa voix était froide, sans émotion, comme s'il lisait un texte appris par cœur. Je veux divorcer. La pièce se mit à tourner. J'entendais les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Quoi? Pourquoi, Thomas? Nous sommes mariés depuis seulement 6 mois. De quoi parles-tu? Il ne me regarda même pas. Léa est enceinte de mon enfant. Je l'aime. Ce mariage était une erreur. J'eus l'impression qu'on me frappait en pleine poitrine. Je n'arrivais plus à respirer. Mais notre mariage était fondé sur l'amour. Tu m'as choisi. Tu disais que j'étais différente, que tu m'aimais pour ce que je suis. Ma voix tremblait, les larmes coulaient déjà sur mon visage. Léa esquissa un sourire satisfait. Elle caressa son ventre lentement, délibérément. Il ne t'a jamais aimé, ma pauvre. Tu n'étais qu'une distraction. Madeleine se leva alors. Pendant un instant insensé, j'eus l'espoir qu'elle allait me défendre, dire que tout cela était mal. Au lieu de cela, elle attrapa sur la table un pichet en verre rempli de cidre. Avant même que je comprenne ce qui se passait, elle en versa tout le contenu sur ma tête. Le choc glacé me fit taire. Le liquide sombre coula sur mon visage, entra dans mes yeux, trempa mes cheveux et ma robe. Je restais là, pétrifié, tandis qu'elle me criait dessus. Dehors, chasseuse d'argent. Parasite. Tu as piégé mon fils pour son argent. Et voilà, la vérité éclata enfin. Thomas avait enfin trouvé une femme de leur milieu, quelqu'un qui appartenait à cette famille.
Manon riait. Fort, sans retenue. Oh mon Dieu, maman, regarde là. C'est parfait. Jean-Pierre hocha simplement la tête, comme si tout cela était parfaitement normal. Tu n'as jamais été des nôtres, ma fille. Prends ce qu'il te reste de dignité et pars. Je pleurais. Mon mascara se mélangeait au cidre. J'essayais d'essuyer mes yeux. Je t'aimais, Thomas. Pour moi, tout était réel. Que ai-je fait de mal? Dis-moi juste ce que j'ai fait de mal. Thomas me regarda enfin. Ses yeux étaient vides. Signe les papiers et pars. Mon avocat te contactera. Tu n'auras rien de ce divorce. Tu es entré dans ce mariage sans rien, tu en sortiras de la même façon. À ce moment-là, j'implorais déjà, complètement brisé. S'il te plaît, Thomas. On peut arranger les choses. Je changerai. Je ferai mieux. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Léa s'adossa à sa chaise, la main toujours posée sur son ventre. C'est pathétique. Thomas, appelle la sécurité. Et il l'a fait. Il a réellement appelé la sécurité pour sa propre femme. 2 hommes en costume s'approchèrent et m'attrapèrent par les bras alors que je pleurais encore, suppliais encore, tandis que le cidre gouttait sur le sol en pierre. Ils me traînèrent à travers cette immense maison pendant que toute la famille regardait. Je vis des voisins à travers les fenêtres, leur téléphone levé, filmant mon humiliation, ce chemin ultime de la honte. S'il te plaît, Thomas, s'il te plaît, criai-je lorsqu'ils me jetèrent dehors et claquèrent la porte devant moi. Je restai là, sur les marches de l'entrée, trempée, le maquillage coulant, complètement détruite. À cet instant-là, je suis morte. L'ancienne Camille, celle qui croyait à l'amour, aux secondes chances et à la bonté des gens. Elle est morte là, exactement là, sur ces marches de marbre. Il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. 9 mois plus tôt, j'ai rencontré Thomas dans une galerie d'art caritative, à Dijon. J'étais habillé simplement, comme toujours lorsque je sortais. Un jean ordinaire et une jolie blouse. Rien de voyant. J'avais appris à me fondre dans la foule, à observer les gens lorsqu'ils ne savaient pas qui j'étais réellement. C'est à ce moment-là que l'on voit leur véritable nature. Thomas s'est approché de moi alors que j'observais un tableau magnifique. Nous avons parlé d'art, de vie, de rêve et d'ambition. Il était charmant et attentionné. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait. Pas mon compte en banque. Pas mon entreprise. Juste moi. Il ne m'a même pas demandé ce que je faisais dans la vie. Pas vraiment. Je lui ai dit que je travaillais dans le secteur des technologies, et cette réponse semblait lui suffire. Nous avons commencé à nous fréquenter. Des cafés de quartier. Des promenades dans le parc municipal. Des dîners simples dans des restaurants abordables. Il me disait qu'il m'aimait parce que je n'étais pas comme les autres femmes, obsédée par l'argent et le statut. Je pensais avoir enfin trouvé ça. Le véritable amour. Quelqu'un qui me voulait pour ce que j'étais à l'intérieur, et non pour ce que je pouvais offrir. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. C'était doux et simple. Rien d'extravagant. Quand on sait, a-t-il dit. Et je l'ai cru. Mon Dieu, comme j'ai été stupide. Nous avons eu un petit mariage. J'ai payé la moitié de la cérémonie avec ce que je présentais comme mes économies. Sa famille était présente, et j'aurais dû voir les signes dès ce moment-là. Le sourire faux de Madeleine. Les chuchotements de Manon. L'indifférence totale de Jean-Pierre lorsqu'il a fait ma connaissance. Mais j'étais amoureuse, et l'amour rend aveugle. La famille Beaumont possédait une chaîne d'hôtels de standing. Leur fortune était estimée à environ 50 millions d'euros. Confortable. Riche. Mais pas outrageusement riche. À leurs yeux, je n'étais personne. Juste une inconnue qui avait, d'une manière ou d'une autre, piégé leur précieux fils pour l'épouser. Ils me l'ont fait comprendre dès le premier jour. Madeleine a commencé juste après la lune de miel.
Où est donc la fortune de ta famille, ma chère, demandait-elle de cette voix faussement douce. Tes parents ont sûrement dû te laisser quelque chose. Lorsque je lui ai expliqué que mes parents étaient morts quand j'étais enfant et que j'avais construit ma vie à partir de rien, le masque est tombé. J'ai vu le dégoût dans ses yeux. Chaque réunion familiale devenait un champ de bataille. Manon renversait, accidentellement, du vin sur mes vêtements. Madeleine me donnait ses vieilles robes usées. De la charité pour les nécessiteux, disait-elle en souriant. Jean-Pierre refusait de me parler directement. S'il avait quelque chose à me dire, il passait par Thomas. Ils avaient des réunions familiales d'affaires auxquelles je n'étais pas convié. Les affaires de la famille sont pour la famille, pas pour les étrangères, expliquait Madeleine. J'étais marié à leur fils, mais je n'étais pas de la famille. Je ne le serai jamais. Thomas a commencé à changer. Au début, il me défendait, mais sans conviction. Puis il a cessé de me défendre. Et ensuite, il a commencé à se ranger de leur côté. Pourquoi travailles-tu autant, se plaignait-il. Pourquoi tu ne peux pas rester à la maison comme une épouse normale? Pourquoi tu ne t'habilles pas mieux? Ma mère a raison. Tu nous fais honte. Je travaillais beaucoup parce que je dirigeais une entreprise valorisée à 12 milliards d'euros. Mais il n'en savait rien. Il pensait que j'étais une simple employée de bureau de niveau intermédiaire, et même cela semblait déjà trop pour lui. Ce que j'ignorais, c'est que dans l'ombre, Madeleine et Manon complotaient. Elles ont invité Léa, la nièce de Madeleine du côté de sa sœur. Léa venait d'une famille riche, avec la bonne origine, la bonne éducation. À leurs yeux, elle était parfaite. Elle poussait constamment Thomas et Léa l'un vers l'autre. Des dîners d'affaires tardifs où Léa se trouvait par hasard, présente. Des réunions familiales où Léa était toujours placée à côté de Thomas. Des escapades de week-end où Léa était systématiquement incluse. Elle tissait un piège. Et Thomas y est tombé tête la première. La liaison a commencé 3 mois après notre mariage. Je ne savais rien. J'étais trop occupé à essayer d'être une bonne épouse tout en dirigeant secrètement un empire. Léa est tombée enceinte volontairement. C'était sa police d'assurance. Ça garantit que Thomas la choisirait. Et cela a fonctionné. Après avoir été jeté dehors, je suis retourné dans mon petit appartement. Celui que j'avais conservé même après le mariage. Celui que Thomas considérait comme le summum de mes possibilités. Je suis resté sous la douche pendant 1 heure, rinçant le cidre de mes cheveux, regardant mes larmes se mêler à l'eau. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis je me suis regardé dans le miroir. Vraiment regardé. Et quelque chose en moi a changé. La tristesse a commencé à se transformer en autre chose. Quelque chose de froid, de tranchant et de puissant. Laissez-moi vous dire qui je suis réellement. Je suis né dans la pauvreté. Mes parents sont morts dans un accident de voiture lorsque j'avais 16 ans, me laissant sans rien, à part des dettes. Je vivais dans un minuscule appartement, travaillais à 3 emplois pour payer mes études supérieures. Mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. J'avais un esprit brillant pour la technologie. À 22 ans, travaillant depuis ce même petit appartement sur un ordinateur portable d'occasion, j'ai créé un logiciel révolutionnaire basé sur l'intelligence artificielle, capable de prédire les tendances du marché avec une précision de 97%. J'ai vendu la première version pour 10 millions d'euros. Ensuite, j'ai créé encore mieux. Plus intelligent. Plus puissant. J'ai fondé Aurore Dynamics à l'âge de 23 ans. Nous étions spécialisés dans l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'analyse prédictive. En l'espace de 5 ans, mon entreprise valait 12,4 milliards d'euros. Des milliards. Avec un M. Je suis devenue la plus jeune femme milliardaire du pays à s'être construite seule. Mais voilà le problème quand on est une jeune femme milliardaire. Toutes les relations tournent autour de l'argent. Chaque homme qui m'invitait à sortir disait qu'il m'aimait, faisait des promesses, parlait d'avenir. Ils voulaient tous la même chose, ma fortune.
J'étais un distributeur automatique avec un visage. J'avais de l'argent, mais aucune véritable connexion. Aucun amour sincère. Alors j'ai pris une décision. Je trouverais l'amour comme une personne ordinaire. Dans ma vie privée, j'utilisais le nom de jeune fille de ma mère, Camille Morel. Dans le monde des affaires, j'étais Camille Delacour, la PDG mystérieuse qui n'apparaissait jamais en public et gardait sa vie personnelle totalement secrète. J'avais différentes adresses e-mail. Différents numéros de téléphone. Différents profils sur les réseaux sociaux. Je vivais modestement. Je m'habillais simplement. Je conduisais une vieille voiture. Je voulais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et Thomas. Thomas était mon test. Mon expérience dans la recherche du véritable amour. Je lui ai donné toutes les occasions de me poser des questions sur ma vie, mon travail, mes rêves. Il ne l'a jamais fait. Pas une seule fois. Il a vu une femme habillée simplement et a décidé qu'elle était pauvre. Il a vu quelqu'un sans vêtements de créateur et l'a jugée insignifiante. Toute sa famille pensait la même chose. L'ironie est presque comique, quand on y réfléchit. Il m'appelait chasseuse d'argent alors que je valais 240 fois plus que l'ensemble de la fortune de leur famille. Ils m'humiliaient pour ma prétendue pauvreté alors que j'aurais pu acheter tous leurs hôtels avec l'argent que j'avais dépensé en café l'année précédente. Mais voici ce qui m'a réellement brisé. J'avais prévu une surprise. Pour notre première année de mariage, je comptais tout révéler. J'avais secrètement acheté une chaîne d'hôtels de luxe en difficulté, qui se serait parfaitement intégrée au hôtel Beaumont. Je comptais l'offrir à sa famille. Les rendre plus riches de 200 millions d'euros. Puis dire à Thomas qui j'étais vraiment. Je voulais aider sa famille. Les forcer à m'aimer. Leur prouver que j'étais digne. Les contrats étaient prêts, rangés dans le bureau de mon avocate, en attente de signature. L'acheteur était indiqué comme un donateur anonyme. Cela aurait sauvé leur entreprise. Cela les aurait rendus incroyablement riches. Mais c'était le plan de l'ancienne Camille. La Camille qui croyait encore à l'amour, à la famille et aux secondes chances. Elle était morte. J'ai appelé mon avocate, Sophie, à minuit. Annule le cadeau des hôtels. Envoie tous les contrats à mon bureau. Nous avons de nouveaux projets. Tu es sûre, Camille, a-t-elle demandé. Elle était avec moi depuis le début. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Je suis sûr. Ils voulaient voir une chasseuse d'argent. Je vais leur montrer une reine. Au cours de la semaine suivante, mon équipe a travaillé jour et nuit. Nous avons fouillé les finances des hôtels Beaumont, et ce que nous avons découvert était magnifique. Il coulait 15 millions d'euros de dettes. De mauvais investissements. Une gestion catastrophique. Les dépenses luxueuses de Madeleine avaient vidé leurs réserves. Au cours du dernier mois, ils avaient perdu 3 contrats majeurs. Les banques menaçaient de saisir les biens mis en garantie. Ils étaient à 6 mois de la faillite, et ils ne le savaient même pas encore. Par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés écrans, nous avons discrètement racheté toutes leurs dettes. Chaque prêt. Chaque ligne de crédit. Chaque hypothèque. Les banques ignoraient totalement qui était le nouveau créancier. Juste une autre société d'investissement spécialisée dans les actifs en difficulté. Ensuite, j'ai acheté la chaîne d'hôtels que je comptais leur offrir. Mais cette fois, comme concurrent direct. J'ai tout modernisé. J'ai débauché leurs meilleurs employés avec de meilleurs salaires. J'ai baissé les prix. En l'espace de 2 semaines, les Beaumont ont perdu 40% de leur activité. La famille a reçu une lettre. Toutes les dettes étaient rappelées. 15 millions d'euros à payer sous 30 jours, faute de quoi tous les biens seraient saisis. Grâce à mes enquêteurs, j'ai appris qu'ils avaient tenu une réunion familiale d'urgence. Jean-Pierre paniquait. Madeleine niait tout. Manon pleurait. Et Thomas? Thomas se taisait,
comprenant sans doute que divorcer de moi précisément au moment où ils avaient le plus besoin d'argent avait été une décision désastreuse. Et la famille de Léa, proposa Madeleine. Ils sont riches, eux. Mais le père de Léa avait fait ses propres recherches. Les Beaumont étaient un actif toxique. Un navire en train de couler. Il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Manon a réellement dit. Nous n'aurions jamais dû laisser partir Camille. Peut-être qu'elle avait des économies que nous aurions pu utiliser. L'audace. Une audace absolue. Puis mon équipe a envoyé un email à l'adresse professionnelle de Jean-Pierre. Aurore Dynamics, une entreprise technologique internationale valant plusieurs milliards, était intéressée par la discussion d'un partenariat potentiel. La famille pouvait-elle se déplacer pour une rencontre? Ils ont frénétiquement recherché des informations sur mon entreprise. Énorme. Internationale. La directrice générale était connue pour sa discrétion et n'apparaissait jamais en public. Cela pouvait les sauver. C'était leur miracle. La réunion fut fixée 2 semaines après la finalisation officielle du divorce. Le timing parfait. J'ai passé ces 2 semaines à me préparer. Pas seulement sur le plan stratégique, mais aussi personnel. Je suis allé dans le meilleur salon de la ville. On m'a fait une coiffure professionnelle. Une maquilleuse m'a appris le maquillage de pouvoir parfait. J'ai acheté un tailleur Bordeaux sur mesure, qui coûtait plus que leur chiffre d'affaires mensuel hôtelier. Des escarpins à talons aiguilles. Une montre sertie de diamants, valant plus cher que leur maison de maître. Le matin du rendez-vous, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. Ce n'était plus la Camille simple et discrète qu'ils avaient humiliée. C'était Camille Delacour, milliardaire et directrice générale, et elle était prête à réduire leur monde en cendres. Je suis arrivé au siège d'Aurore Dynamics, dans le quartier d'affaires de la Pardieu, à Lyon. Mon bâtiment. Mon empire. Une tour de verre et d'acier s'élevant au cœur de la ville. Mon équipe était déjà sur place. 4 avocats, tous en costumes impeccables, tablettes prêtes. Nous avons revu le plan une dernière fois. La famille Beaumont est arrivée peu après, l'air désespéré malgré leurs vêtements de créateurs. Le bâtiment les intimidait. Le luxe. L'ampleur même de la richesse qui les entourait. L'assistante les a dirigés vers l'étage supérieur, dans la grande salle de conférence. Je les observais sur les caméras de surveillance pendant qu'ils attendaient. Madeleine n'arrêtait pas de se recoiffer. Manon était nerveuse, agitée. Jean-Pierre transpirait malgré la climatisation. Thomas était assis là avec Léa. Son ventre de femme enceinte était désormais bien visible, à son 6e mois. Il avait l'air malheureux. Parfait. J'ai attendu exactement 5 minutes après l'heure prévue. Un geste de pouvoir. Qu'ils s'inquiètent. Puis je suis entré. 4 avocats derrière moi. Mes talons claquaient sur le sol de marbre. Chaque pas respirait l'assurance absolue. Je n'oublierai jamais leur visage. Madeleine a sursauté. La mâchoire de Manon s'est littéralement décrochée. Jean-Pierre est devenu livide. Léa avait l'air perdue, essayant de comprendre pourquoi tout le monde réagissait ainsi. Et Thomas? Thomas avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me suis assise en bout de table, et croisé les jambes et souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de prédatrice. Bonjour, Jean-Pierre. Madeleine. Manon. Thomas. Et Léa. Parfait. Merci d'être venu. Madeleine a été la première à retrouver la parole. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une plaisanterie. J'ai sorti ma carte de visite et l'ai fait glisser sur la table. Camille Delacour. Fondatrice et directrice générale d'Aurore Dynamics. Je suis ici parce que vous avez demandé un rendez-vous au sujet d'un investissement de 15 millions d'euros. J'imagine que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour éviter la saisie des hôtels Beaumont. N'est-ce pas? Manon pianotait frénétiquement sur son téléphone.
Je les regardais pâlir à mesure qu'elles tombaient sur les articles de Forbes France, Les Échos, Challenge. Des photos de moi lors de conférences technologiques, recevant des prix, intervenant lors de sommets internationaux, toutes sous mon véritable nom professionnel. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Elle est vraiment dans Forbes. 12 milliards d'euros. Les mains de Jean-Pierre tremblaient. Vous êtes bien Camille Delacour? La milliardaire? C'est moi, répondis-je calmement. Madeleine refusait d'y croire. Non. Non. C'est un tour. Une escroquerie. Je fis un signe à l'un de mes avocats. Il posa un dossier devant eux. À l'intérieur, mon passeport, mes déclarations fiscales, mes documents d'entreprise. Tout était vérifié et certifié. Thomas parla enfin. Sa voix était à peine audible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu nous as menti? Je me penchai légèrement en avant. Je n'ai jamais menti, Thomas. Pas une seule fois. Tu n'as jamais posé la question. Tu as vu une femme habillée simplement et tu as décidé qu'elle ne valait rien. Tu as supposé la pauvreté. Tu as supposé que j'étais inférieur à toi. Tu ne m'as jamais interrogé sur mon travail, mes rêves, ma vie. Je n'étais pas assez intéressante pour que tu demandes. Je laissai le silence s'installer, les regardant encaisser. Puis je repris. Permettez-moi maintenant de vous dire ce que je sais de vous. Thomas, ta liaison avec Léa a commencé exactement 3 mois et 4 jours après notre mariage. La première fois, c'était à l'hôtel des Quais, à Annecy, chambre 412. Depuis, vous vous y êtes retrouvés 17 fois. Je fis signe à un autre avocat, qui projeta sur l'écran les relevés d'appel, les factures d'hôtel, tout ce que nos enquêteurs avaient découvert. Madeleine se leva d'un bond. Tu nous espionnais. C'est illégal. Non, Madeleine. Se protéger grâce à une surveillance légale, c'est intelligent. Vous devriez essayer. Et puisque nous parlons d'illégalité, laissez-moi vous faire écouter quelque chose. J'appuyai sur un bouton de ma tablette. Leurs voix emplirent la salle. Un enregistrement réalisé 2 mois avant le mariage. La voix de Madeleine. Il faut se débarrasser de cette chasseuse d'argent avant qu'elle ne s'accroche trop à Thomas. La voix de Manon. Et si on faisait venir Léa? Elle est parfaite pour lui. Famille riche, bonne éducation. La voix de Madeleine. Excellente idée. On va les rapprocher. Dès qu'elle tombera enceinte, il n'aura plus le choix. Le visage de Thomas se vida de toutes couleurs. Il regarda sa mère, puis Léa. Vous aviez tout planifié? Tout ça? Léa pleurait déjà. Mais je n'avais pas terminé. Tes messages aussi sont intéressants, Léa. L'idiot a mordu à l'hameçon. Assez que je tombe enceinte et il sera piégé. L'autre épouse disparaîtra et j'aurai tout. C'était 2 semaines avant que tu annonces ta grossesse. Thomas semblait brisé. Une liaison était une chose. Découvrir qu'il avait été manipulé, que sa propre famille avait tout orchestré. Cela le détruisait. Bien. Ressens ce que j'ai ressenti. Maintenant, dis-je en sortant un autre dossier. Parlons affaires. Vous me devez 15 millions d'euros par l'intermédiaire de mes filiales. J'ai racheté l'intégralité de vos dettes il y a 2 semaines. La voix de Jean-Pierre était désespérée. S'il vous plaît, on peut trouver un arrangement. Je vous rembourserai avec des intérêts. Donnez-nous juste un peu de temps, je vous en supplie. Je le regardai froidement. Comme vous m'avez donné du temps pour m'expliquer lors de ce dîner? Comme vous m'avez accordé de la dignité quand votre femme m'a versé du cidre sur la tête et que vous avez simplement hoché la tête en signe d'approbation? Je me tournai vers Madeleine. Vous m'avez traité de chasseuse d'argent, de parasite. Vous m'avez donné vos vieux vêtements. Vous m'avez humilié à chaque occasion. Je fis glisser un dernier document sur la table. La fusion annulée des chaînes hôtelières. Voici ce que je comptais vous offrir.
Une chaîne d'hôtels d'une valeur de 200 millions d'euros. Un cadeau pour notre première année de mariage. Je voulais vous rendre plus riche que vous n'auriez jamais pu l'imaginer et vous révéler qui j'étais réellement. Je voulais vous aider. Vous forcer à m'aimer. Devenir membre de votre famille. Madeleine s'évanouit réellement. Manon la rattrapa. Toutes deux éclatèrent en sanglots. Thomas fixait le contrat comme s'il lui brûlait les yeux. Camille, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. Je t'aime. J'ai fait une erreur terrible. On peut tout arranger. Je me levai et les regardai tous de haut en bas. Tu ne m'aimes pas, Thomas. Tu aimes ce que je peux t'apporter. Et ça, d'ailleurs, c'est la véritable chasse à l'argent. L'ironie est presque poétique. La réunion est terminée. Vous avez 30 jours pour payer 15 millions d'euros, sinon je saisirai tout. Mes avocats vous contacteront. Je suis sorti, les talons claquants, la tête haute. Sans me retourner. Derrière moi, j'entendais leur monde s'effondrer. Les cris. Les pleurs. Les accusations qu'ils se lançaient les uns aux autres. Une musique pour mes oreilles. Les 30 jours suivants furent merveilleux. Les hôtels Beaumont ont déposé le bilan lorsqu'ils ont été incapables de payer. Tous les biens immobiliers ont été saisis et vendus aux enchères. Je me suis arrangé pour racheter personnellement leur hôtel emblématique. Simplement parce que je le pouvais. Leur maison de maître a été saisie. La collection de bijoux de Madeleine a été vendue pour rembourser les dettes. La voiture de luxe de Manon a été confisquée. Jean-Pierre est désormais sous enquête pour fraude financière. Il falsifiait les comptes pour dissimuler l'ampleur réelle de leurs dettes. Un crime grave. Thomas a perdu son poste de direction fictif lorsque l'entreprise s'est effondrée. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il travaille comme vendeur débutant dans une concession automobile, peinant à joindre les deux bouts. Et Léa ? Elle a accouché d'un garçon, puis a quitté Thomas le lendemain même de sa ruine. Je ne peux pas élever un enfant dans la pauvreté, lui a-t-elle dit. Elle réclame désormais une pension alimentaire. Il n'a pas les moyens de la payer. Le tribunal a saisi son salaire. Il coule. Madeleine et Jean-Pierre vivent maintenant dans un petit appartement de 2 pièces. Plus de luxe. Plus de statut. Plus de clubs privés. Leurs anciens amis ne répondent plus à leurs appels. Leur cercle social s'est évaporé du jour au lendemain. Manon travaille comme vendeuse dans un grand magasin. Les mêmes boutiques où elle faisait ses achats sont désormais ses employeurs. J'ai entendu dire qu'elle pleurait dans les toilettes pendant ses pauses. Thomas m'a envoyé 147 messages. Tous bloqués. Il s'est présenté devant mon immeuble. La sécurité l'a escorté dehors. Il a essayé de contacter mes amis, mes collègues, n'importe qui susceptible de me joindre. Personne ne l'a aidé. La presse locale a publié un article. De millionnaire à rien, la chute de la famille Beaumont. Le plus grand scandale de la région. Une histoire édifiante dont tout le monde murmure. Quant à moi, ce mois-ci, je suis en couverture de Forbes France. La milliardaire mystérieuse de la tech. L'histoire de Camille Delacour. Mon entreprise est désormais présente dans 47 pays. Le cours de l'action est à un niveau record. Je donne des conférences sur le leadership féminin. Je raconte mon histoire. J'inspire d'autres femmes. J'ai fait un don de 50 millions d'euros à des associations venant en aide aux victimes de violences conjugales et aux femmes en situation difficile. J'ai créé une bourse pour les femmes issues de milieux modestes dans le domaine des technologies. Parce que je me souviens parfaitement de ce que c'est de n'avoir rien d'autre que son intelligence et sa détermination. Et oui, je vois quelqu'un de nouveau. Il s'appelle Hugo. Il est entrepreneur dans le domaine des énergies durables. Dès le premier jour, il a su exactement qui j'étais. Il a étudié mon entreprise avant notre premier rendez-vous. Il a lu mes interviews. Il a compris mon travail. Il aime mon esprit. Mon énergie. Mon ambition.
Nous avons des conversations de 3 heures sur la technologie, le business et la manière de changer le monde. Nos rendez-vous sont simples. Des cafés, des librairies. Mais le lien est réel. Il se réjouit de mes succès au lieu d'en être menacé. Il me demande comment s'est passée ma journée. Il s'intéresse à mes difficultés, à mes victoires. Il me voit. Tout entière. Et il aime ce qu'il voit. Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Voici donc mon histoire. La famille qui me traitait de vaurienne a découvert que je valais bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le mari qui m'a jeté a compris qu'il avait rejeté une reine pour garder un pion. La mère qui m'a versé du cidre sur la tête a perdu tout ce qu'elle chérissait, l'argent, le statut, le respect, le pouvoir. Et moi, je vis ma meilleure vie. Totalement libre. Totalement forte. Totalement moi-même. Voici ce que j'ai appris, et j'espère que vous retiendrez cette leçon. Quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les dès la première fois. Quand ils vous traitent comme si vous ne valiez rien, ne vous battez pas pour prouver votre valeur. Prenez cette valeur. Et construisez un empire avec. Laissez-les découvrir ce qu'ils ont perdu quand il sera trop tard pour revenir en arrière. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la confrontation. Ni les cris. Ni les disputes. Ni les supplications pour être vus. La meilleure vengeance, c'est de devenir si incroyablement accomplie, si forte, si épanouie, que vous en oubliez presque leur existence. C'est vivre votre meilleure vie pendant qu'ils se noient dans les conséquences de leur mépris. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petite. Connaissez votre valeur, même si vous devez la garder secrète jusqu'au moment parfait. Et souvenez-vous toujours. Les silencieux, les sous-estimés, ceux que l'on écarte. Ce sont souvent les plus dangereux. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné des frissons ou l'envie d'applaudir, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires qui marquent les esprits. Laissez un commentaire et dites-moi. Êtes-vous totalement de l'équipe Camille, ou pensez-vous que je suis allé trop loin? Je lis chaque commentaire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de se souvenir de sa valeur. Avec quelqu'un que l'on sous-estime. Dites-lui que passer inaperçu est parfois le plus grand des dons, parce que personne ne voit comment vous avancez en silence. Et souvenez-vous, toujours. Ne sous-estimez jamais les discrets. Nous sommes souvent les plus forts. Je suis Camille. Et ceci était ma vengeance. À très bientôt.